Pensez à ça une seconde. Un homme qui affirmait qu'il pouvait absolument tout savoir et tout faire lui-même, de la poésie jusqu'à la fabrication de ses propres souliers. Ben, cet homme-là a vraiment existé. C'était Hippias d'Élis, une véritable superstar intellectuelle dans la Grèce antique. Aujourd'hui, on plonge dans le monde de ce sophiste, un de ces penseurs qui ont complètement brassé les idées de leur temps. Et pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur un ouvrage de référence, celui de l'historienne Jacqueline de Romilly, Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès. C'est vraiment la meilleure source pour comprendre ces personnages qui ont marqué un tournant dans l'histoire. OK, mais avant de parler d'Hippias en particulier, il faut comprendre le phénomène qui étaient les sophistes. Oubliez l'image du professeur un peu plate. Non, non. Eux, c'étaient de vraies vedettes, des intellectuels qui voyageaient de ville en ville, qui attiraient les foules sur les places publiques. Les jeunes ambitieux d'Athènes payaient des fortunes pour assister à leurs leçons. L'image la plus frappante qu'on a de lui, elle nous vient de son plus grand adversaire, Platon. C'est assez ironique quand on y pense. Platon nous décrit Hippias assis sur une sorte de trône qui répond à toutes les questions qu'on lui pose. La mise en scène parle d'elle-même. On n'est pas dans un échange entre égaux. On est devant un roi du savoir qui s'adresse à sa cour. Mais qu'est-ce qui pouvait bien justifier une telle réputation? Eh bien, c'était son projet. Un projet un peu fou, on pourrait même dire carrément mégalomane, maîtriser l'ensemble du savoir humain, autant le côté théorique que le côté pratique. Et là, regardez bien l'étendue de ses talents. Il faisait ses propres vêtements, il forgeait sa propre bague, il fabriquait ses chaussures. En plus de ça, il écrivait des poèmes, il était un expert de la grammaire, des rythmes et même de l'art de la mémoire. C'est bien plus que de la polyvalence, c'est une véritable déclaration d'indépendance. Hippias se présentait comme un idéal d'autosuffisance. Et cette ambition-là, au fond, ça résume parfaitement l'idéal des sophistes. Pour eux, tout était une technique, c'est-à-dire un savoir-faire, une technique qui peut s'apprendre, se décortiquer, se maîtriser, que ce soit la politique ou la cordonnerie, peu importe. Hippias, lui, il a juste poussé cette logique à son maximum. Mais Hippias, ce n'était pas juste un homme orchestre du savoir. Il a aussi introduit une idée qui allait complètement faire exploser la pensée de son époque et qui nous parle encore aujourd'hui. C'est l'opposition entre la nature, la physis, et la loi, le nomos. Alors, comment on distingue les deux? C'est assez simple. D'un côté, il y a la physis, la nature. C'est ce qui est universel, immuable, ce qui ne change pas. De l'autre côté, on a le nomos, les lois, les coutumes, les règles sociales. Tout ça, ça change d'une ville à l'autre et au final, c'est une création humaine. C'est artificiel. Et c'est là qu'il lance sa phrase la plus célèbre, une vraie bombe. Pour Hippias, la loi, ce n'est pas quelque chose de sacré. Il dit que c'est un tyran qui nous force à aller contre notre nature. Il faut imaginer l'effet d'une telle déclaration à une époque où la loi de la cité était pratiquement divine. C'était d'une audace incroyable. Évidemment, la question se pose, si les lois ne sont qu'un tyran artificiel, est-ce qu'Hippias est en train de nous dire de tout rejeter et de vivre dans l'anarchie? En fait, pas du tout. Son but était complètement à l'opposé. Loin de vouloir diviser, il voulait unir. Son raisonnement était le suivant. Si les lois locales nous séparent, notre nature, elle, nous rassemble. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les gens de savoir. Pour lui, ils sont tous concitoyens par nature, peu importe la ville d'où ils viennent. C'est une des toutes premières fois qu'on voit apparaître un idéal qu'on pourrait qualifier de cosmopolite. Et cette idée, elle nous amène à revoir le vieux cliché du sophiste amoral, qui ne pense qu'à l'argent et au pouvoir. Parce qu'Hippias, comme d'autres sophistes d'ailleurs, s'est beaucoup intéressé aux questions d'éthique. Par exemple, dans ses écrits comme le Dialogue troyen, il ne s'adresse pas aux dieux, il parle directement aux jeunes, il leur enseigne comment la vertu peut mener à la gloire. Il militait aussi contre la calomnie et l'envie, parce que pour lui, ce qui soude une société, c'est l'amitié. C'était une morale très concrète, très humaine, tournée vers la vie en communauté. Et c'est ça, la grande révolution des sophistes. Le but n'était pas de détruire la morale, mais de la reconstruire. De ne plus la baser sur des ordres divins ou des traditions qu'on ne comprend plus, mais de la fonder sur une base purement humaine, en se posant la question « De quoi a-t-on besoin pour bien vivre ensemble ?» Alors, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui d'Hippias et de tout ce bouillonnement intellectuel? Pour bien le comprendre, il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. Quand on regarde cette ligne du temps, il y a quelque chose de fascinant. L'âge d'or des sophistes, ça correspond à l'apogée d'Athènes, mais aussi à sa plus grande crise, la terrible guerre du Péloponnèse. C'est dans ce climat où toutes les certitudes étaient remises en question que leurs idées, parfois radicales, ont pu vraiment se développer. Au final, l'héritage d'Hippias est beaucoup plus riche que la caricature du savant arrogant. Il a été un des premiers à incarner l'idéal du polymathe, celui qui maîtrise de multiples savoirs. Il a introduit cette opposition fondamentale entre la nature et la loi. Et il a participé à la création d'une morale qui n'était plus centrée sur les dieux, mais bien sur l'humain.
Pour finir, la question d'Hippias, elle nous est encore posée aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard. Nos lois, nos codes sociaux, les choses qui nous semblent évidentes. Est-ce que tout ça reflète une nature humaine universelle? Ou est-ce que ce ne sont que des conventions, des habitudes qu'on pourrait, et peut-être même qu'on devrait, questionner? L'héritage des sophistes, c'est peut-être avant tout de nous avoir légué ce doute essentiel.